qu'il y a des flèches quelque part. Oui, voilà. Alors, pour ces 20 ans d'article, merci beaucoup de m'avoir invité à cet anniversaire. J'ai choisi de faire ça, en fait, la sémiologie graphique par l'exemple, et plus précisément faire un voyage au Brésil sur les ailes de cartes et données, ce que je n'ai pas improvisé pour cette circonstance. En fait, je me sers depuis cartes et données depuis qu'il existe, je crois, pour être un des premiers à l'utiliser. Et comme mon champ de travail c'est le Brésil, j'ai au fil des années fait pas mal de cartes du Brésil avec cartes et données dont je vais vous présenter quelques-unes. Alors voilà ce que je vais vous présenter. C'est l'organigramme de ma présentation. Pour les gens qui connaissent cartes et données, ils ne seront pas surpris. J'ai un peu bricolé dans le train tout à l'heure, je me dis j'aurais dû y penser avant, donc c'est pas tout à fait ça. En fait, on va parler effectivement de densité, d'élevage. Vous voyez que Fondet est là, monsieur le maire, il est en bonne place. Densité, élevage, couleur de peau, agriculture, c'est un choix de thèmes, PIB et polarité, qui sont les thèmes principaux de ce qui m'a paru utile de vous présenter là, surtout sous forme de carte. Densité. Le Brésil est un pays assez peuplé, il y a maintenant presque 184 millions d'habitants dans un pays qui est grand comme 16 fois la France, et parfois, par exemple, lors d'une finale de foot, dans le stade de São Paulo, les densités sont grandes, et là on n'a que l'image fixe, si on avait le bruit, le son, ce serait pas mal non plus. Alors, en fait, c'est un pays qui a des densités extrêmement contrastées, ça va de densités très 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 basses en Amazonie, comme ici, jusqu'aux hautes densités du centre de São Paulo, dont on a ici un petit aspect. Et c'est pour montrer ces contrastes que la carte sert. On se sert de la carte pour visualiser et mettre en image un certain nombre de choses qui sont dans les données qu'on avait déjà et que la carte permet de révéler. Par exemple ici, une carte de densité de population. Je crois que le plus distrait d'entre vous aura vite compris que la densité est plus forte sur le littoral qu'à l'intérieur et qu'on a vraiment trois ou quatre phases de peuplement qui se traduisent aujourd'hui par des lignes d'occupation. On retrouve des choses comme Brasilia, ici, qui a maintenant 2 millions d'habitants, qui a été créé au centre du pays pour développer un peu le centre et remédier à ça. Donc, une première carte 2D. En voilà une autre, la même chose, traitée d'une autre façon, en utilisant les potentialités de cartes et données. J'ai dit carte 2D, oui. C'est un lapsus, je me rends compte. Donc, carte et données. Qui permet de mettre du 3D, de faire apparaître par rapport à cette carte à plat qu'on avait tout à l'heure, les choses qui ressortent, là en particulier, la ville de São Paulo, ici, qui se détache très nettement, puisque ces 18 millions d'habitants sur un territoire pas très grand font qu'effectivement, là, on a de très fortes densités. Et puis, il y a aussi des changements. Les cartes, c'est aussi, bien que ce soit une image fixe, ça permet de traiter le temps. Ici, on a des variations de la densité en habitants par kilomètre carré entre le recensement de 2000 et celui de 2007 qui vient de sortir. Et on s'aperçoit que pratiquement pour la première fois dans l'histoire du Brésil, il y a des endroits dont la densité de population baisse. C'est-à-dire qu'on a une certaine stabilisation de la population et des régions ici, d'exode rural par exemple, où la densité baisse. Et je ne vais pas parler de désertification, mais on commence à voir au Brésil apparaître des thématiques qui sont plus familières ici, alors que jusque-là, c'était au contraire la grande vague pionnière qui s'impulsait vers l'intérieur. Deuxième thème, l'élevage, avec cette photo de zébu. Les Brésiliens, je l'ai dit, sont 180 millions, mais les bovins sont 200 millions. Il y a plus de bovins que d'humains au Brésil, ce qui explique que la viande soit à un prix ridicule et que les Brésiliens souhaiteraient nous vendre de la viande et qu'ils ne comprennent pas du tout pourquoi on continue à payer la viande 10 fois plus cher qu'eux. On va entrer dans un autre débat. Bon, voilà ce que ça donne. On a ici, en utilisant une autre des possibilités de cartes et données, on a représenté avec des triangles. Après tout, ça ressemble vraiment à une tête de bœuf, donc ça avait... J'ai bien retenu de mes maîtres que c'était pas bien malin de mettre des petits bœufs, des grands bœufs, des moyens bœufs, donc j'ai fait une sorte de compromis en mettant cette tête de bœuf. Vous voyez qu'il y a des régions, en particulier dans l'intérieur, où non seulement il y a beaucoup de bovins, mais beaucoup de bovins par exploitation. Vous voyez, on est dans une tranche de 400 à 1500, et c'est effectivement banal pour un éleveur d'avoir 7 ou 800 têtes. Là, c'est un éleveur moyen avec 7 ou 800 têtes. Et il y en a de beaucoup plus gros. Voilà ici un exemple d'un éleveur dans son corral. Et c'est aussi cette présence de l'élevage qui est une des explications majeures du déboisement de l'Amazonie. Quand on circule en avion en Amazonie, à certaines époques, en juillet-août, quand on peut décoller, des fois on ne peut pas parce qu'il y a trop de fumée, on voit ce genre de panache de fumée qui se développe. Et l'Amazonie a de plus en plus maintenant cette allure-là, avec des grands paquets rectangulaires ou géométriques en tout cas, de défrichement au milieu de la forêt pour l'élevage.
Et là, on a des chiffres du tout dernier recensement agricole qui vient de sortir lui aussi en 2006, mais mais dont les chiffres sont disponibles. Ça représente la progression du nombre de bovins. Vous voyez que c'est en Amazonie, et en particulier sur le front pionnier là-bas en Amazonie, que le nombre de bovins augmente le plus. Près des 3/4 de l'augmentation du nombre des bovins dans les 11 années qui ont séparé les deux recensements agricoles, c'est en Amazonie, qui devient une grande région d'élevage maintenant, qui a permis au Brésil, dans ces années-là, de devenir le premier exportateur mondial de viande de bœuf. On va changer de thème, on va parler des gens maintenant. Le Brésil est aussi un pays qui a, parmi ses particularités, d'avoir un métissage généralisé et qui donne des gammes de couleurs. Vous voyez que quand on prend une photo dans une crèche, comme ici, on a à peu près une très large gamme de couleurs de peau, ce qui est une garantie que probablement, enfin à peu près sûrement, la discrimination raciale ne pourra pas s'implanter, tout simplement parce qu'on ne peut pas savoir exactement quelle est la couleur des gens. Alors, il y a quand même quelques statistiques, voilà quelques exemples. La population d'origine, qui sont les Indiens, dont il reste aujourd'hui à peu près 450 000, une population qui s'accroît rapidement, puisqu'après avoir beaucoup souffert de la contagion des Européens, quand ils sont arrivés, volontairement ou involontairement, la population augmente. On a une population noire aussi, qui sont des esclaves, qui eux sont venus contre leur gré. Certains nombre d'entre eux ont réussi à s'enfuir dans l'intérieur et à créer des villages de ce qu'on appelait jadis des esclaves marrons, c'est-à-dire ceux qui se sont échappés, qui ont pu se regrouper. Les uns et les autres, les Indiens comme les quilombolas, comme les esclaves marrons, ont aujourd'hui le droit à la terre. Dans la constitution brésilienne, dès qu'on peut établir que c'est une terre indienne ou une terre de quilombolas, les gens ont la propriété de cette terre. Il y a eu aussi des gens qui sont venus d'ailleurs. Vous avez ici, dans le sud, où il y a eu beaucoup de colonisation allemande, vous voyez, c'est écrit là, buffet typique allemand. Voilà, on a aussi des Brésiliens blonds, yeux bleus, il y a toutes les sortes. Ce qui explique d'ailleurs, la raison qui fait que le passeport brésilien est un des plus recherchés par les voleurs de passeports. Parce qu'on peut avoir absolument n'importe quelle tête et être brésilien. Si on vole un passeport suédois ou sénégalais, ça reste un peu... Et puis il y a des Japonais dont on célébrait l'an dernier le centenaire. Quelques dizaines de milliers de Japonais sont venus, et ils sont aujourd'hui plusieurs centaines de milliers, ils se sont bien installés, ils sont beaucoup dans le commerce et dans le maraîchage. Alors, on ne peut pas faire des cartes des nuances de couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure, mais le recensement brésilien comprend depuis 1940, tous les 10 ans, une question sur quelle est votre couleur de peau. On demande aux gens quelle couleur ils sont. Et ils ont le choix entre 6 couleurs, blanc, noir, jaune, métis, indien. Il y a une 6e possibilité, 5 couleurs et une possibilité de refuser. Mais très peu de gens refusent. Ce qui fait qu'on peut avoir, avec la possibilité de diagrammes en camembert, qui au Brésil s'appelle des diagrammes en pizza, chacun sa référence, chacun sa culture, et comme les Italiens sont beaucoup allés au Brésil, on voit qu'il y a des États plus peuplés que d'autres et des proportions assez variables entre le sud, qui est très très blanc, et le nord, où il y a beaucoup plus de métis et de noirs, au Salvador de Bahia, où il y a beaucoup de noirs. On voit qu'on peut avoir ça, ou on peut aussi utiliser, alors ça je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est des pizzas inégales. Ça permet des portions. Il y a des portions pour des gens qui ont moins gourmands. Il y a des grandes, des petites et des moyennes. Alors voilà un peu ce qu'on peut faire aussi avec ces options-là. On va parler un peu d'agriculture. Le Brésil, c'est le pays du café aussi, c'est le premier producteur mondial de café. Depuis peu, le premier producteur mondial de canne à sucre, avec des machines absolument monstrueuses, mais qui sont développées localement, des moissonneuses à canne à sucre, qui permettent de plus en plus de se passer des coupeurs de canne, ce qui est très bien parce que c'est un boulot très dur. Il y a tous les ans des gens qui meurent d'épuisement en coupant la canne, mais qui n'est pas si bien que ça, puisque du coup ça supprime des emplois. Une de ces machines remplace 100 coupeurs de canne, puisqu'elle coupe 800 tonnes de canne par jour, alors qu'un bon coupeur coupe 5-6 tonnes. Il y a aussi des régions d'agriculture un peu difficiles, comme cette région du polygone de la sécheresse. Ce que vous avez devant vous, c'est un champ de maïs qui a été récolté. Et puis il y a aussi dans le sud des régions où on peut faire du vin, et il y a du vin tout à fait honorable maintenant qui est produit au sud du Brésil, en particulier depuis que Moët-et-Chandon s'y est installé. Maintenant il y a une production de vin mousseux méthode champenoise, on n'appelle pas ça du champagne, mais ça y ressemble beaucoup, ce qui est très étonnant parce que c'est produit par climat subtropical sur du basalte et pas du tout par un climat froid sur de la crème, et le goût est très 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 proche.